Place à notre grand entretien. Je reçois le dramaturge Gérald Garutti. Écrivain, acteur, metteur en scène et traducteur, c'est l'histoire d'un amoureux des mots et du verbe qui désespère de voir leur sens et leur portée s'abîmer, mais qui ne veut pas s'y résigner. Alors l'artiste se lance dans un projet fou, un de plus, un pied de nez. Créer un centre des arts de la parole pour rendre au débat, aux discussions, leur lettre de noblesse est tout simplement à nouveau s'écouter, s'entendre et se parler. Bonsoir Gérald Garutti. Bonsoir Nora. Bienvenue. Alors, la légende raconte que vous avez eu l'idée de créer ce Centre des Arts de la Parole à Londres quand Donald Trump entame une visite officielle en 2019. C'est quoi votre problème avec Donald Trump ? Qui n'a pas un problème avec Donald Trump, à part les électeurs qui ont voté sur lui. Mais le monde, je pense, a un problème avec Donald Trump. Il a d'ailleurs bien rendu au monde ses problèmes. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je suis à Londres en train de mettre en scène un spectacle qui est le premier spectacle bilingue au Théâtre Royal. On est en plein Brexit et là où les autres font des murs, j'essaie de construire des ponts. Ça veut dire faire venir des acteurs anglais et français sur la même scène. Et faire résonner la langue de Molière au royaume de Shakespeare. Donc comment on peut se rencontrer quand, eh bien, c'est le grand fossé littéralement. Pas version Astérix, celui-là, mais plutôt la dérive. Et arrive effectivement, visite d'État, Donald Trump au même moment, qui se met évidemment à raconter à peu près tout et n'importe quoi sur Twitter, et en voyant cette espèce de conjonction, si vous voulez, d'une tentative de faire se parler des mondes et de l'autre de mettre de l'huile sur le feu en permanence et d'attiser la haine, je dis mais il y a quand même un problème radical là de dégradation de la parole. Et effectivement, dégradation de la parole en général ou dégradation de la parole politique? À ce moment-là, il est encore élu. Il est encore élu. On est quelque temps avant la tentative de coup d'État, puis il faut bien appeler un chat au Capitole, ce qui a prouvé d'ailleurs jusqu'où pouvaient aller les discours de haine, la parole radicale, et on était quand même à deux doigts de faire se renverser une des principales démocraties occidentales en autre chose. Bon, donc on voit que tout ça ne se fait pas impunément. Donc dégradation de la parole en général et dégradation de la parole politique en particulier, avec les conséquences que la parole politique a des effets sur le réel. Elle mobilise des foules, elle a un impact parce que elle crée de l'action. Elle crée de la décision. Donc, je pense que la parole politique est en quelque sorte l'emblème de cette dégradation. Mais quand on voit effectivement en ce moment, en Europe ou même ailleurs, cette dégradation, ces invectives, cette incapacité au consensus, au dialogue, diriez-vous que petit à petit, on est en train de glisser? On a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que c'est lié à ça? Ou est-ce que vraiment cette dégradation, elle va plus loin? Comment vous expliquez cette dégradation? Je pense qu'on fait le procès des réseaux sociaux et on dit parfois don't shoot the messenger, ne tuez pas le messager. Je ne dirais pas que les réseaux sociaux ne sont que les messagers ou messengers, mais ils sont pour moi un catalyseur. C'est-à-dire qu'ils accentuent un problème, ils le radicalisent, mais je pense que le mal vient de plus loin. Ça veut dire qu'on est en effet dans un processus d'individualisation, de déliaison sociale, c'est-à-dire que ce qui était des espaces où le commun était possible, le dialogue était possible, les endroits où on pouvait échanger, se parler, en prenant le temps de la parole, l'élaboration, ces endroits sont soit vidés de leur substance, soit disparaissent. Résultat, effectivement, les espaces qui existent sont des espaces de réseaux sociaux où on est dans une logique davantage de l'émission que dans la logique de l'interaction. C'est-à-dire que le but, c'est ce que j'appelle une conception balistique de la parole, c'est l'impact. Conception balistique de la parole. Exactement. La parole comme une balle, ça veut dire que l'objectif, c'est quoi? C'est de frapper, c'est de tuer l'autre, c'est de l'annihiler, c'est pas d'être dans l'échange, dans le conversationnel. En fait, on confond, si vous voulez pour moi, la parole avec l'éloquence avec la performance, et la performance avec l'impact. On réduit donc la parole à l'impact. Et ce que j'appelle la conception balistique, ça veut dire qu'il s'agit d'envoyer son trait, son post, son tweet, de balancer littéralement, et d'avoir le plus de frappe possible. C'est l'ère de la punchline et du clash. C'est punchline et du clash. Effectivement, dans puncher, c'est cogner, c'est frapper, c'est marquer. Alors, il y a une grande tradition de la rhétorique, au sens noble du terme, qui est de marquer les esprits, d'arriver à ce qu'on appelle avoir la frappe du mot, du verbe, de la sentence, d'accord. Mais là, lorsqu'on réduit, si vous voulez, la parole à cette dimension instrumentale et quasi militaire, ou conquérante et commerciale, où il s'agit en fait de capter l'autre, d'accord, de l'impacter, eh bien pour moi, on vide la parole de son sens. Mais alors justement, comment on fait en sorte de se croiser à nouveau? Ben là, pour moi,
il y a un enjeu fondamental qui s'appelle la présence. Je pense qu'à un moment donné, il y a des endroits où on doit pouvoir se rencontrer effectivement, pas à travers des alias, pas à travers des écrans. Littéralement, la société des écrans porte bien son nom, hein. L'écran, c'est à la fois une fenêtre ouverte sur l'infini, c'est aussi ce qui sépare, comme à la plage, un écran total. Donc, vous savez, l'écran, on ne peut pas le traverser. Donc, le problème, c'est que retrancher derrière ces écrans, ça favorise une logique de bunker. Alors, bien sûr, on peut être connecté à l'autre bout du monde, et c'est très bien. Heureusement, durant le confinement, on a pu se parler à distance. Mais je pense qu'à un moment donné, tout ne peut pas se faire à distance. Et si on veut créer du commun, il faut créer de la présence commune. Il faut créer des espaces où on peut se mettre en présence pour avoir ces dialogues entre deux personnes, véritablement, et pas simplement entre deux alias, et pas entre simplement deux émetteurs. Vous parliez tout à l'heure des concours d'éloquence. Aujourd'hui, au bac, on doit passer un grand oral. Partout, on vous demande en fait d'être en capacité justement de créer vos propres récits. On est dans l'ère du storytelling de soi. Donc, la parole, elle existe. Oui, mais parler, ça n'est pas se parler. La parole existe, bien sûr, mais elle existe comme expression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole comme relation, la parole comme interaction. C'est-à-dire que, pour moi, la parole performance, c'est l'écume de la parole. Et vous parlez des concours d'éloquence. C'est très bien l'éloquence. L'éloquence est un grand art de Démosthène à Simone Veil, en passant par Cicéron, Martin Luther King, Louise Michel. Donc, l'éloquence a fait l'histoire, mais au service de quoi ? D'une cause. Au service d'une cause, d'une idée, d'un idéal, une cause d'émancipation, que ce soit les femmes, que ce soit... Donc, à un moment donné, pourquoi on parle? Et moi, je ne reproche pas du tout l'existence des concours d'éloquence. Et c'est très bien de donner des outils pour pouvoir parler. Mais pour dire quoi? À qui? Comment est-ce qu'on prend l'autre en compte? Et pas simplement comme une cible. Alors justement, votre centre d'art de la parole va s'établir dans le centre d'une ville très populaire, à Aubervilliers. Ça consiste en quoi, concrètement? Concrètement, d'abord, ça consiste dans le fait de porter les 7 arts de la parole. Ça veut dire déjà le théâtre, donc art d'incarner la parole, le récit, l'art de raconter, la poésie, l'art de formuler, d'inventer, c'est ce que j'appelle les arts de la création. 2 arts de la transmission, l'éloquence, la parole performante, la conférence, comment je transmets, qui n'est pas le même objectif, et puis des arts de l'interaction, le dialogue, comment j'échange, et le débat, comment je confronte la parole. Ça a donc ouvert les centres d'art de la parole depuis début mars à Aubervilliers. On va tous y aller. Voilà, on va réapprendre à se parler comme on s'est parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Gérald Garutti, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux, à converser aussi peut-être. Très belle semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss.